Un jour, en travaillant sur des images d'archives du télescope spatial Hubble, j'ai détecté une ceinture d'astéroïdes autour d'une étoile qui n'était pas connue jusque-là. Là, ça fait un petit coup d'adrénaline, effectivement. Là, on se dit, waouh, il y a vraiment quelque chose ici. Donc, pour en être sûr, j'ai réanalysé les observations et je les ai comparées à celles d'autres télescopes. Mais c'était bien ça. Donc, c'était très excitant parce qu'une ceinture d'astéroïdes, c'est ce qui reste de la formation de planètes. Donc là, ça nous dit que peut-être, quelque part dans ce système, il y a une planète qui évolue, mais qui est simplement trop faible pour être détectée avec les instruments actuels. Dans les pas d'Archimède. Comment parvient-on à une découverte scientifique ? Quel chemin faut-il emprunter ? Et quel rôle le temps et le hasard jouent-ils ? Dans les pas d'Archimède est une série de podcasts d'Aix-Marseille Université qui donne la parole à ces chercheuses et ces chercheurs parmi les plus éminents pour raconter l'histoire d'une découverte qu'ils ont faite. Dans cet épisode, Élodie Choquet, astronome, nous raconte comment son projet ESCAPE permet de traquer des exoplanètes encore inconnues. Moi, je m'appelle Élodie Choquet et je suis astronome adjointe au laboratoire d'astrophysique de Marseille et à Aix-Marseille Université. Et donc, j'ai monté le projet ESCAPE. Et avec ESCAPE, nous développons des méthodes de traitement d'images innovantes qui seront intégrées aux prochains télescopes spatiaux pour détecter des exoplanètes. Donc, c'est-à-dire des planètes qui existent en dehors de notre système solaire. Donc on sait qu'elles existent seulement depuis à peine 30 ans. Et donc, on a encore tout à apprendre sur elles. Donc, l'objectif, c'est d'en découvrir suffisamment et de les observer pour mieux les connaître et pour savoir de quoi elles sont faites, comment elles se forment et à plus long terme, savoir si certaines ont pu développer une forme de vie. Il y a un peu plus de 5000 exoplanètes qui ont été identifiées et confirmées à ce jour. Et on estime qu'il y a en moyenne au moins une planète pour chaque étoile dans notre galaxie. Ça veut dire qu'il y a entre 100 et 200 milliards de planètes dans notre seule galaxie. Donc certaines sont des petits astres rocheux comme notre Terre et d'autres sont plus grosses, gazeuses, qui ressemblent plutôt à notre Jupiter. Mais en fait, la plupart, cependant, n'ont pas d'équivalent dans notre système solaire et pour nous, elles sont complètement nouvelles. Donc on a tout à apprendre sur ces planètes-là. Et donc la difficulté qu'on rencontre avec les exoplanètes, c'est qu'elles sont à la fois très loin de nous et cachées par la luminosité de l'étoile, parce qu'elles sont très proches de l'étoile. Donc c'est un petit peu comme si on essayait d'observer une petite luciole qui serait juste à 1 mètre d'un énorme phare, alors que nous, on serait nous-mêmes à plus de 500 km de distance. Pour observer ces planètes, ces exoplanètes, la technique sur laquelle je me suis moi spécialisée, c'est l'imagerie. Donc je travaille sur des images qui sont prises par des télescopes et je les nettoie pour enlever au maximum la lumière de l'étoile et essayer d'identifier quelque chose qui pourrait se trouver autour. Concrètement, on développe des algorithmes de traitement d'images dont on optimise chaque paramètre en inspectant en même temps le rendu sur les images jusqu'à ce qu'on voie apparaître quelque chose, donc par exemple une planète ou une ceinture d'astéroïdes. Parfois, on pense que c'est un objet intéressant et donc ensuite, on va comparer avec des bases de données pour voir si l'objet a déjà été observé. Et des fois, on réalise que c'est un objet intéressant mais qui est déjà connu. Souvent aussi, on réalise que en fait, c'est une étoile très lointaine qui, par malchance, est passée derrière l'étoile qui nous intéresse dans le champ de la caméra. Et donc, qui n'a rien à voir avec une planète, c'est juste une étoile lointaine. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois, évidemment, c'est un petit peu frustrant. Mais bon, ça fait partie du métier. Moi, ma cible, c'est les planètes qui sont comparables à la Terre parce que, évidemment, c'est sur celle-là qu'on aimerait savoir s'il y a de la vie qui a pu se développer. Mais actuellement, on n'est pas capable de les observer parce qu'on n'a pas des instruments qui sont encore assez puissants. Donc les technologies sont en train de se perfectionner et on pense qu'en 2035 ou 2040, il devrait y avoir un grand télescope spatial qui va être lancé et qui, lui, disposera de toute cette technologie de pointe qu'on est en train de développer. Avant ça, en 2027, c'est-à-dire demain à nos échelles, on va dire, il y a un autre plus petit télescope spatial qui va être lancé par la NASA et qui s'appelle le télescope Nancy Grace Roman, ou Roman plus court, qui permettra de tester une partie de ces technologies.
Et donc justement, avec Escape, on a pour mission de développer des méthodes de traitement d'images qu'on pourra tester sur le télescope Roman et qui devraient nous permettre de détecter des planètes qui sont 1 million, voire 1 milliard de fois plus faibles que leur étoile. Aujourd'hui, les images dont on dispose proviennent de 2 types de télescopes, donc soit spatial, soit télescope au sol. Et les 2 présentent des faiblesses. On a les télescopes spatiaux, en particulier actuels, qui sont le Hubble et le Webb, qui sont très stables parce qu'ils sont dans l'espace, mais ils sont assez passifs. Ils ont des vieilles technologies qui masquent mal la luminosité des étoiles et on ne peut utiliser que des méthodes de traitement d'image qui sont assez basiques avec eux, parce qu'ils sont, disons, un peu simples. Et de l'autre côté, on a les télescopes au sol qui, eux, sont très grands, qui sont équipés du dernier cri en termes de technologie de pointe et de traitement d'image. Mais ultimement, à cause de la présence de l'atmosphère, ils sont limités en termes de performance. Et donc notre idée avec Escape, c'est de combiner les forces de chacun. Donc la première étape, c'est de collecter toutes les mesures produites par un télescope spatial pour bien comprendre et analyser comment il se comporte en fonction du temps et des observations. Ensuite, on adapte les méthodes de traitement d'images qui ont été développées pour les télescopes au sol, pour les porter sur cette donnée de télescope spatial et ainsi booster notre capacité à faire ressortir les planètes. Donc concrètement, c'est de l'informatique. Nous sommes devant nos ordinateurs en train de développer des algorithmes et des méthodes d'observation. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce travail de l'image parce que c'est ce qui nous permet de détecter ces petites planètes. Et ensuite, c'est la partie interprétation. Donc à partir de cette lumière de la planète, essayer de mieux comprendre de quoi elles sont faites. Quand les planètes sont jeunes, elles sont encore toutes chaudes, comme si elles sortaient du four, et leur chaleur émet de la lumière dans l'infrarouge. Si on collecte cette lumière-là, on est capable d'évaluer la température de la planète et aussi sa masse et d'avoir quelques informations sur sa composition atmosphérique. Par contre, pour les planètes plus vieilles, on va se concentrer sur la lumière de l'étoile qui est réfléchie par la planète. Donc c'est un peu comme quand on regarde la Lune ou nos planètes à l'œil nu. Ce qu'on voit, c'est la planète qui est éclairée par le Soleil. Et on voit qu'elles nous apparaissent de différentes couleurs. Donc, par exemple, la Lune est blanche, Mars est rouge, Jupiter est plutôt jaune. Et donc ces couleurs, elles nous donnent aussi des indications sur la composition atmosphérique de la planète. Et donc c'est ça qu'on veut faire avec Roman, parce que cette composition atmosphérique, elle est clé pour comprendre de quoi la planète elle est faite et de discuter d'une potentielle habitabilité. Je développe mes idées en espérant que ça va marcher, évidemment, mais il y a toujours des périodes de doute. Donc quand on touche à quelque chose de nouveau, on se remet beaucoup en question, en particulier au début. On se demande est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va fonctionner, et puis aussi est-ce que les résultats vont être à la hauteur de nos attentes et aussi des investissements donc financiers, mais aussi humains en fait, des gens qui travaillent sur ce projet. Pour moi, ces périodes de doute, c'est la partie difficile du projet. Et la seule chose à faire quand on est dans ces périodes de doute, c'est au moins de prendre plaisir à ce qu'on fait au jour le jour, dans notre travail, dans nos interactions avec les gens. Et en particulier, moi, je m'assure au moins que les personnes avec qui je travaille sont contentes de faire ce qu'elles font et qu'elles sont motivées et valorisées dans leur travail. On forme actuellement une équipe de 4 personnes, donc des doctorants et doctorantes et des postdoctorants. À terme, on devrait être 7 personnes d'ici 1 an ou 2. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup d'interactions avec nos collègues de la NASA. Je me rends régulièrement au Space Telescope Science Institute de Baltimore, où j'ai travaillé dans le passé. Escape, c'est un projet indépendant de mon initiative, mais la NASA et les États-Unis, c'est eux qui construisent les futurs télescopes spatiaux. Donc, pour nous, c'est important de collaborer avec eux pour avoir une chance d'y participer, pour y avoir accès. Et aussi, c'est eux qui ont une connaissance très fine, en particulier des capacités du meilleur télescope spatial actuel, donc le télescope Webb, qui a été lancé en 2021 et dont la première image a été publiée là, il y a 1 an, en juillet 2022. Et donc, on travaille ensemble et on découvre petit à petit comment le télescope fonctionne depuis qu'il a été lancé. Et en fait, on est un peu des perfectionnistes, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à développer
des petites améliorations sur tel ou tel détail petit à petit. Et quand on met tous ces détails bout à bout, eh bien, au final, ça a un impact sur ce qu'on observe et on devient plus précis et ça nous permet là de pousser nos limites et de trouver des planètes toujours plus petites. Et donc, c'est pour ça que notre collaboration avec les États-Unis est essentielle justement pour pouvoir optimiser notre travail, en particulier dans le cadre du projet Escape. C'est vraiment le plaisir d'observer et en particulier la curiosité qui fait le métier d'astronome. Parfois, les matières scientifiques, ça effraie un petit peu, peut-être en particulier pour les jeunes filles au collège et au lycée, mais il ne faut vraiment pas se laisser intimider. Parce que ce qui est important, dans la science, c'est vraiment de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous et tout simplement se poser des questions et être curieux, vraiment. C'est pas toujours facile. Il y a un historique de biais dans les professions scientifiques, je pense en particulier, qui font que le métier a quand même une plus grosse fraction d'hommes qui ont ces positions permanentes, on va dire, que de femmes. On lutte un petit peu pour rattraper, un petit peu pour rééquilibrer le domaine pour que ce soit plus représentatif de la population en général aussi, pas seulement les femmes, mais aussi des communautés qui sont sous-représentées dans notre métier. Il y a un travail de fond à faire auprès des écoles, des collèges, des lycées pour sensibiliser les jeunes filles aux sciences. Et puis ensuite, nous, à être capable de les accueillir quand elles se présentent sur des post-docs, sur des thèses, et puis ensuite de les soutenir pour des postes permanents dans nos laboratoires et dans nos universités. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. Les entretiens ont été enregistrés dans les studios de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve, j'ai réalisé cet épisode avec Méry Royer et la musique a été composée par HDV. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire, à le partager, à nous laisser des commentaires ou à lui donner 5 étoiles dans votre application favorite. En 2008, j'ai